Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est le résultat d'une construction de toute une série d'intervenants dont vous aurez l'occasion d'entendre certains au cours de ce temps de midi. Un grand merci de nous rejoindre et nous espérons vraiment que grâce à ces échanges et ces apports, vous allez pouvoir intégrer, apprendre une série de choses qui vont vous être utiles et aussi par rapport aux parents et aux enfants avec lesquels nous travaillons. Pourquoi cette thématique? Essentiellement parce que grossesse et drogue, être enceinte et coquer, avoir son bébé dans les bras et fumer un joint ou boire un verre de vodka sont des images qui ne vont pas bien ensemble, que ce soit pour les personnes confrontées aux assuétudes elles-mêmes ou pour nous en tant qu'intervenants. Cela mobilise très rapidement toute une série de représentations, d'a priori, d'éléments qui peuvent rendre difficile la prise en charge de ces situations. Et c'est sur base de ces constats-là partagés dans les différentes équipes que vous aurez l'occasion d'entendre aujourd'hui que nous avons souhaité, d'une part, clarifier un certain nombre de points qui sont importants par rapport aux prises en charge de ces situations, parce que nous nous sommes rendus compte à l'expérience que des informations, soit au niveau des usagers, au niveau du public, mais aussi au niveau des professionnels, peuvent dater ou ne plus être d'actualité, voire être carrément fausses. Et plusieurs intervenants aujourd'hui vont permettre d'actualiser les connaissances et les informations de chacun. Et le deuxième objectif est de pouvoir vous présenter deux brochures, et nous expliquerons tout à l'heure comment et qui les a fait naître, qui vont être disponibles maintenant pour tout un chacun et qui ont été conçus comme un support justement pour améliorer la prise en charge de ces situations. Au cours de ce temps de midi, plusieurs intervenants vont prendre la parole, que ce soit des gynécologues, des soignants, des pédiatres et des spécialistes aussi de la prévention de la santé. Et nous allons aussi avoir la possibilité de poser des questions. Pour ce faire, si vous nous suivez avec un ordinateur, vous devriez trouver en bas de votre écran à droite une icône question. Si vous cliquez dessus, vous aurez l'occasion d'écrire votre question directement à l'écran. Si vous nous suivez via un smartphone, vous devriez avoir à gauche ou à droite en bas une bulle qui ouvre le même espace pour poser une question. Nous allons relever vos questions, donc n'hésitez pas à les poser et il y aura deux possibilités. Soit nous les transmettrons directement à chaque orateur après son intervention et il y répondra, soit nous les traiterons de manière plus globale à la fin de l'ensemble des présentations. Mais donc, n'hésitez pas à réagir ou à poser vos questions de cette manière et ce sera tout à fait intéressant. Je voudrais aussi terminer cette introduction en remerciant d'une part les oratrices et les orateurs qui ont préparé et qui vont présenter ces éléments qui nous semblent bien porteurs. Remercier aussi les différentes personnes qui, au cours des derniers mois, et même, ça a pris le temps sur 1 ou 2 années au niveau des brochures, de les concevoir. Et un merci aussi à l'ONE, à qui nous avons proposé ces brochures et qui les a trouvées pertinentes au point de pouvoir en assurer la diffusion sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui nous réjouit beaucoup par rapport au travail et à l'investissement, comme vous pouvez vous en douter, et qui, nous l'espérons, vont pouvoir aussi vous porter dans la prise en charge de ces situations. Un grand merci donc de votre attention et je vais donner la parole au docteur Véronique Masson, qui est gynécologue dans le service de gynécologie obstétrique
universitaire à l'hôpital de la Citadelle à Liège et qui va traiter de cette question intéressante, sevrage or not sevrage, that's the question. Madame Masson, c'est à vous. Voilà, merci Bruno. Bonjour à tous et toutes. Alors, imaginez-vous en consultation prénatale et votre patiente vous parle spontanément de sa consommation de produits. Ça, c'est la situation idéale, mais parfois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ou bien, votre anamnèse révèle une consommation dangereuse de produits nocifs. Il y a eu un petit accident, donc on va le réparer juste. Voilà. Donc, vous êtes en prénatal et soit l'anamnèse révèle une consommation de produits dangereux pour la grossesse ou la patiente en parle d'elle-même. Comment allez-vous réagir en tant que professionnel et quel accompagnement allez-vous proposer? Le premier réflexe, très souvent, ça va être d'envisager le sevrage ou d'aborder la question du sevrage et de se dire est-ce que celui-ci est possible, est-ce qu'il est nécessaire ou est-il dangereux? Donc, quel accompagnement proposer? L'HAS nous dit que le projet de grossesse et la grossesse représentent des moments privilégiés pour l'arrêt des consommations potentiellement nocives. Donc, il s'agit vraiment d'une fenêtre d'opportunité. La femme enceinte a une motivation émergente qui est celle du bébé et c'est un élément dont il ne faut pas se priver. Cet arrêt doit être, et j'insiste sur le doit être encouragé et la femme doit être orientée vers une consultation et un service médico-social spécialisé pour être aidée. Donc notre rôle à nous de soignants, c'est au minimum d'écouter ce que la patiente nous dit et de réagir à sa demande. Donc de l'encourager et de l'orienter si nous ne savons pas faire plus. Alors, je déflore déjà les couleurs de la brochure que vous verrez tout à l'heure. Alors, cet encouragement et cette orientation, c'est le sens même de notre travail à tous, avec deux maîtres mots en ce qui concerne les consommations de produits pendant la grossesse, c'est l'anticipation et le travail en réseau. Anticiper les problèmes potentiels, c'est aussi désamorcer les possibles complications. Et donc, quel suivi prénatal est possible avec cette patiente, comment préparer l'arrivée de son enfant ou le placement de l'enfant et discuter aussi de l'allaitement. Donc, des informations ultra importantes quand on pense au sevrage ou à l'accompagnement de ce type de grossesse. Il y a des particularités de la grossesse, tant pour le professionnel que pour la patiente consommatrice. Et la première particularité, c'est sur le plan médical. On sait que les produits passent la barrière placentaire et peuvent avoir un effet direct, c'est-à-dire malformatif, entraîner des malformations chez le fœtus, ou indirect, via la privation d'oxygène que ça induit chez le fœtus et qui induit, notamment comme le tabac, le cannabis ou la cocaïne, des retards de croissance intra-utérins. Avoir en tête aussi que le métabolisme maternel va augmenter au cours de la grossesse et va faire en sorte que la consommation peut avoir des effets différents en fonction du trimestre de la grossesse. Au premier trimestre, la patiente va être nauséeuse, va s'alimenter de façon différente et souvent, elle a un certain dégoût pour les habitudes qu'elle avait antérieurement. Donc ça, c'est un moment qu'il faut saisir, en tout cas. On a rarement la chance de les voir au premier trimestre, mais lorsqu'on les a au premier trimestre, il faut pouvoir saisir cette opportunité. Au deuxième et troisième trimestre, la situation est un peu différente parce qu'il y a une dilution et une augmentation du métabolisme qui va rendre plus difficile l'accompagnement du sevrage. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible, mais il faut prendre en considération le problème du métabolisme. Au niveau médical, l'accumulation des substances dans le lait maternel devra aussi faire discuter de la possibilité ou non de l'allaitement, notamment dans le cannabis. Lorsqu'une consommation est importante, quotidienne, voire pluriquotidienne, le cannabis s'accumule dans le lait maternel et peut rendre cet allaitement déconseillé, fortement déconseillé. D'un point de vue psychosocial, c'est important de noter 4 sentiments, enfin 4 situations que la patiente va ressentir. Le sentiment de culpabilité, il peut être personnel, ce sentiment de culpabilité, il peut être induit par les professionnels, renforcé par nos propos, il peut être ce sentiment face au sevrage du nouveau-né en néonate ou
face à l'existence d'une malformation. Et donc, on devra accompagner ce sentiment de culpabilité lorsqu'on prend ce type de patiente en charge. La stigmatisation, et ça c'est un point super important. On a tous en tête encore une tox. Il faut vraiment qu'on arrête de penser comme ça, ou même de le dire, surtout de penser et surtout ne pas le dire. Ces patientes ne souhaitent qu'une chose, c'est être prise en charge comme n'importe quelle autre patiente. Et si on leur dit votre grossesse est une grossesse à risque, elles peuvent l'entendre et être prises en charge comme une grossesse à risque, oui. Mais dire c'est une tox, elle n'est pas capable de s'occuper de son enfant, elle n'est pas capable de mettre en place des choses, c'est stigmatisant, c'est étiquetant et c'est un jugement qu'il faut oublier. La peur du retrait de l'enfant est aussi fort important, ce qui amène ces patientes la plupart du temps à changer d'hôpital à chaque grossesse et qui rend notre intervention encore plus compliquée. Et donc, si on peut parvenir à créer un lien bienveillant, elles pourront peut-être revenir plusieurs fois dans le même hôpital pour créer réellement une relation et évoluer de façon favorable à chaque grossesse. La banalisation par l'entourage est aussi un phénomène important et l'entourage est excessivement important. Une patiente qui est motivée pour elle-même peut voir sa motivation complètement battue en brèche par un entourage peu soutenant ou lui-même consommateur. Alors, sevrage hors note sevrage, bon, c'est une diapositive, c'est un petit tableau qui résume la situation parce il faudrait plusieurs heures pour parler de tout. Donc, le tabac entraîne des risques obstétricaux de type fausse couche, retard de croissance et surtout décollement placentaire, ce qu'on appelle l'HRP, c'est l'hématome rétroplacentaire. Les complications, les conséquences sur le nouveau-né sont la plupart du temps un faible poids de naissance. Et peut-on sevrer le tabagisme en cours de grossesse? Oui, 3 fois oui, il est même recommandé. Il faut bien avoir en tête aussi qu'il y a un lien dose dépendant entre le nombre de cigarettes et le poids de naissance, j'y reviendrai. Par rapport à l'alcool, il y a des risques obstétricaux, surtout de retard de croissance. Il existe évidemment des malformations chez le nouveau-né, connues sous le nom de syndrome d'alcoolisation fœtale, et le fœtus devra faire face l'enfant, le nouveau-né, devra faire face à un sevrage néonatal. Le sevrage d'alcool est recommandé, mais attention, il doit être accompagné de médication la plupart du temps, d'anxiolytiques, car il peut avoir des effets médicaux assez sévères. Le cannabis, on en parle beaucoup, il est là de plus en plus présent chez nos patientes pour traiter leurs troubles du sommeil, leur anxiété, il est totalement banalisé, pourtant il est de notre rôle de professionnel d'informer sur le lien possible, je dis possible parce que ce n'est pas encore prouvé de façon forte, que le cannabis peut entraîner des troubles du comportement chez le nouveau-né. Donc il faut encourager l'arrêt du cannabis et informer les patientes sur le fait que la consommation quotidienne peut entraîner un syndrome de sevrage chez l'enfant et est incompatible avec l'allaitement. Donc là, on a vraiment un devoir d'information. La cocaïne, pour moi, c'est le pire. C'est ce qui va entraîner, avec l'alcool, alcool et cocaïne, entraîner des risques malformatifs et des morts subites du nourrisson. Donc le sevrage de la cocaïne est fortement recommandé. Pour les opiacés, on connaît tous le sevrage en néonatal, qui doit être accompagné par des médications pour le bébé, et l'utilité des traitements substitutifs de type méthadone pendant la grossesse, j'y reviendrai plus tard. Donc pour le tabac, je vais reprendre 3 catégories de substances. Je voulais vous montrer ce tableau qui est issu de la banque de données médico-sociales de l'ONE en 2010, mais qui est d'actualité toujours. On voit que lorsque la patiente est non fumeuse, on a 6% de faible poids de naissance. Lorsqu'elle est à plus de 20 cigarettes, on est à plus de 20%. Et si elle arrête de fumer, son risque est un petit peu supérieur à celui d'une non-fumeuse, mais rentre dans une catégorie tout à fait acceptable. Donc, c'est très important d'accompagner une patiente dans son sevrage tabagique. Alors, juste vous dire que l'intervention brève a une efficacité prouvée. Donc, en tant que médecin, en tant que soignant, on doit donner le conseil d'arrêt. Et un conseil aussi bref et aussi personnalisé que possible, c'est pour la santé de votre enfant, je vous conseille vivement d'arrêter de fumer. Alors, je passe sur le reste parce que le temps défile vite, mais il y a les 5 A. Il faut demander, fumez-vous?
conseiller, je vous conseille d'arrêter de fumer. Il faut évaluer la situation, combien de cigarettes fumez-vous, assister, c'est-à-dire prescrire les substituts nicotiniques, et arranger, c'est s'assurer que la patiente a les rendez-vous utiles et nécessaires pour l'accompagner dans son sevrage. L'alcool, dépistage difficile, pourtant ça touche au moins 3% des femmes enceintes, mais on passe largement à côté. Dire que la recommandation de la tolérance zéro ou pas plus d'un verre par jour et pas tous les jours, bien notre cœur balance entre les deux, mais évidemment c'est le mieux, c'est tolérance zéro, et que le sevrage doit être accompagné. D'accord ? Le traitement substitutif aux opiacés, que faut-il retenir? Il faut retenir que la méthadone est conseillée, qu'elle est adaptée à l'état de grossesse, mais que les doses doivent être parfois augmentées ou parfois fractionnées, surtout au premier trimestre, pour améliorer la tolérance en cas de vomissement. Donc ça, on oublie qu'on peut diviser en deux la dose de méthadone de façon à améliorer la tolérance. Il ne faut pas jouer, je monte, je descends mes doses en fonction de mon envie, c'est avoir des doses constantes et surtout avoir un suivi médical en équipe. L'allaitement maternel pourrait être autorisé au cas par cas en cas de consommation unique de méthadone et bien anticiper le syndrome de sevrage en néonatal parce que c'est un moment éprouvant pour la maman de voir son enfant subir un sevrage. Alors, le stress et l'accouchement, juste vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles sur le sujet, mais qu'on sait que les patientes, une fois que le travail commence, les premières douleurs sont là, elles vont avoir tendance à consommer avant d'arriver au quartier d'accouchement. Et ce sont souvent des accouchements rapides où on n'a pas le temps de créer un lien avec la patiente et de vivre le processus d'accouchement. Et donc, cette anticipation en anténatal est vraiment d'autant plus importante pour pouvoir expliquer aux patientes que la péridurale existe, que si elles arrivent tôt, la péridurale va les soulager et que consommer juste avant la naissance est vraiment délétère pour l'arrivée de l'enfant. Donc, je voulais faire une petite pirouette, c'est la dernière, en cette journée du patient, en tout cas ici à l'hôpital, c'est la journée du patient et aujourd'hui, on doit demander à nos patients, poser la question, qu'est-ce qui est important pour vous? Eh bien, pour nos patientes, consommatrices de produits, c'est exactement la même question. Il faut sortir de du moralisme, de la moralisation et avoir une attitude pragmatique vis-à-vis de leur consommation. Et adopter une attitude pragmatique suppose de la voir sous l'angle comportemental et non plus sous l'angle de la substance. C'est-à-dire qu'on ne parlera plus des addictions, mais bien de l'addiction. Et on va chercher à comprendre ce qui sous-tend le comportement, ce qui renforce l'utilisation de la substance et pas axé sur c'est pas bien la cocaïne, c'est pas bien le cannabis, c'est qu'est-ce qui est important pour vous dans le fait de fumer du cannabis, dans le fait de recourir à ces produits et qu'est-ce qui est important pour vous lors de cette grossesse pour l'arrivée de votre bébé. Donc on va essayer de ne plus dire l'alcoolique, le toxico, le drogué, mais bien l'usager, la personne alcoolodépendante ou personne ayant un problème d'addiction. Difficile, hein? En conclusion, la patiente enceinte consommatrice de produits doit être considérée comme une grossesse à haut risque et prise en charge comme telle. On évacue le moralisme, on fait place au pragmatisme. Elle consomme, oui et alors, on va se mettre en projet avec elle, voir ce qui est important pour elle et ne pas avoir comme objectif final un sevrage. Donc sevrage or not sevrage, that's not the question. Je vous remercie. Pardon. Docteur Masson, une question très spécifique que je vous pose de suite. La buprenorphine, le Subutex, autrement dit, est-il utilisable comme traitement de substitution? Oui, oui, oui. D'accord. Eh bien, voilà la réponse à la question. Un grand merci pour votre exposé. Et je vais passer la parole à Marjorie Nisette, qui est sage-femme et qui travaille au service de néonatologie de l'hôpital de la Citadelle à Liège et qui va faire part de cette expérience particulière du sevrage, tant du côté du nourrisson que du côté des parents et de l'équipe. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais aujourd'hui vous parler de l'hospitalisation du bébé en néonatologie pour observation d'un syndrome de sevrage. Plusieurs éléments importants vont rythmer ma présentation de façon à vous dresser en quelques minutes les points qu'il me semble essentiel de pouvoir aborder avec les futurs parents
consommateurs dans le cadre de vos interventions dans vos équipes respectives. Alors, pour vous situer brièvement, à la Citadelle, il y a en moyenne 14 bébés hospitalisés par an en néonatologie pour observation d'un syndrome de sevrage, avec une durée moyenne de séjour à l'hôpital de 46 jours. La majorité de ces enfants retournent à domicile avec leurs parents et des mesures d'accompagnement qui sont mises en place durant l'hospitalisation. Sont hospitalisés en néonatologie les bébés qui sont exposés pendant la grossesse, que ce soit de façon ponctuelle ou chronique, à une consommation maternelle de substances psychoactives, dont voici les plus fréquemment retrouvées, à savoir les opiacés, les stimulants du système nerveux central, les dépresseurs du système nerveux central et les hallucinogènes. Il existe souvent des polyconsommations, c'est-à-dire un mélange retrouvé de ces différentes substances. À la naissance, le bébé va donc vivre un arrêt brutal de l'exposition à ces substances avec des symptômes peu spécifiques qui sont retrouvés le plus souvent dans les 24 à 72 heures, voire parfois plus tard, donc dans les 2 premières semaines de vie pour certaines classes de médicaments. Il existe des variations et des susceptibilités individuelles qui sont donc propres à chaque bébé et qui vont dépendre de différents facteurs, à savoir la durée d'exposition in utero, la date de la dernière consommation, mais aussi le type de produit et le terme de la grossesse. Alors, quels sont ces symptômes ? Tout d'abord, on peut retrouver une excitabilité neurologique qui se traduit par des troubles du sommeil, des pleurs aigus, une irritabilité, un tonus musculaire augmenté, des trémulations, des myoclonies, voire des convulsions. Il y a aussi des troubles gastro-intestinaux avec une succion excessive, une difficulté à s'alimenter, des régurgitations, vomissements ou diarrhée. Et enfin, une atteinte au niveau du système nerveux autonome, avec manifestation d'une transpiration excessive, une température instable, des bâillements fréquents, des marbrures au niveau du corps, un encombrement nasal, des éternuements répétés, une tachypnée. Ces différents symptômes sont observés par les infirmières et sages-femmes en néonatologie et forment le score néonatal de syndrome d'abstinence, autrement appelé le score de Finnegan. Ce score sera évalué toutes les 3-4 heures lors des soins. Le score total obtenu donc par l'addition de ces différents symptômes et du score qui est corrélé en fonction de la sévérité des signes montrés par le bébé, ce score total, il sera communiqué au pédiatre qui, en fonction de l'élévation du score, peut décider de l'instauration d'un traitement médicamenteux. 2 médicaments sont principalement utilisés en néonat, à savoir le phénobarbital et la morphine, dont les posologies sont adaptées par le médecin. Et vous retrouvez le protocole ci-joint, je vous l'explique en quelques minutes. Donc, les scores sont réalisés, comme je l'ai dit, toutes les 3 à 4 heures. Si l'on obtient 2 scores consécutifs supérieurs ou égaux à 12 ou 3 scores consécutifs supérieurs ou égaux à 8, la question se pose de l'exposition aux opiacés. Si la réponse à cette question est non, on s'oriente de première intention vers un traitement de phénobarbital. Si la réponse est oui, alors on s'oriente plutôt vers un traitement de morphine, dont vous voyez les dosages apparaître à l'écran. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails par rapport à tout cela. Les scores sont évidemment répétés progressivement et donc toutes les 3 à 4 heures, comme je l'ai dit. Si les scores restent toujours supérieurs ou égaux à 12, les doses de traitement sont majorées. S'ils restent contenus entre 8 et 11, on stabilise du coup le traitement. S'ils sont toujours inférieurs ou égaux à 7, on diminue la dose de traitement par palier de 48 heures. Évidemment, une diminution de traitement pendant plusieurs jours ne veut pas dire nécessairement que le traitement ne devra pas être majoré si l'état de l'enfant le nécessite.
Alors, conjointement à ce traitement, il existe également d'autres moyens non médicamenteux qui sont utilisés et qui s'avèrent extrêmement importants pour le bébé en sevrage. Donc, comme l'emmaillotage en position fœtale, le bercement, le pot à pot, les câlins, le portage à bras ou en écharpe, donc que ce soit avec les parents bien évidemment ou avec l'équipe soignante. On veille à la diminution des stimuli, favoriser les conditions de repos et de calme dans une ambiance tamisée et voilà, le plus souvent. On ne dérange le bébé qu'aux heures des repas pour la surveillance et les soins, ce qui veut donc dire que quand le bébé dort et parfois après de longues heures de pleurs, on le laisse dormir. Et ça, c'est un élément qui est excessivement important à rappeler aux parents qui, bien souvent, dès qu'ils entrent dans le service, prennent le bébé à bras, le réveillent. S'ensuit un moment très compliqué du coup, pour le bébé et donc veiller à la qualité du sommeil du bébé en sevrage, c'est extrêmement important. On est vigilant également par rapport à la stabilité thermique du bébé et par rapport à son alimentation, donc en donnant le plus souvent de plus petites quantités alimentaires et en veillant un apport calorique journalier voilà, bien spécifique. On essaye tant que possible de réagir le plus rapidement possible aux signaux du bébé afin qu'on évite de monter dans les tours trop rapidement. On favorise également le développement psychomoteur du bébé au-delà d'un mois. On a la chance d'avoir une psychomotricienne, un ostéopathe et une kiné disponibles dans le service et qui sont vraiment fort présents. Et enfin, on favorise également le lien d'attachement parent-bébé, ce qui est évidemment extrêmement important. La durée d'hospitalisation minimum en néonat est de 7 à 10 jours, avec une exception déjà pour le traitement de méthadone et donc l'exposition du bébé à ce traitement de méthadone. L'hospitalisation sera déjà d'emblée d'un minimum de 3 semaines. Donc les parents sont prévenus le plus rapidement possible dès l'admission du bébé. Une autre exception est la prise de cannabis exclusif. Donc là, dans ces cas-là, le bébé peut être hospitalisé avec sa maman en maternité. Les sages-femmes à la maternité réalisent également le score de Finnegan et en fonction des résultats obtenus, on peut évidemment imaginer une hospitalisation du bébé en néonat si les scores sont trop élevés. Durant l'observation en néonat, le bébé est monitorisé 24 heures sur 24. On réalise une analyse d'urine et de méconium dans les premières heures de vie, de façon à pouvoir s'assurer de la bonne prise en charge médicale du bébé et prévoir les examens complémentaires durant l'hospitalisation, à savoir une écho transfontanelle, une écho-cœur, une écho-abdos, sont les principaux examens demandés. On s'assure également, comme je l'ai dit, du bon suivi de l'alimentation et de la prise pondérale avec une discussion du pédiatre autour de l'allaitement qui sera autorisée dans certains cas. Et je vais dire que c'est plutôt discuté au cas par cas en fonction du type de consommation maternelle. Les scores de Finnegan, donc toutes les 3-4 heures, une instauration de moyens non médicamenteux dès le départ et d'un traitement médicamenteux si nécessaire, la mise au point sociale avec les partenaires enfants-parents de l'ONE et l'assistante sociale du service est vraiment essentielle en vue de la préparation de la sortie. Différentes conditions seront bien évidemment requises pour que le bébé puisse sortir de l'hôpital, à savoir une bonne évolution clinique du bébé après l'arrêt éventuel d'un traitement de morphine, une stabilité au niveau de la situation sociale, c'est-à-dire présence d'un logement, une collaboration avec les parents, un suivi qui est organisé et planifié avec les acteurs de terrain, dont le service Koala, les PEPS de l'ONE, le SAJ et d'autres intervenants éventuellement. Et enfin, l'importance d'un suivi pédiatrique régulier. D'une part, pour l'adaptation d'un traitement de phénobarbital, par exemple, si le bébé sort avec un traitement, mais surtout pour s'assurer que le bébé vit correctement les suites de son sevrage à domicile. La place des parents auprès de leur bébé est un élément crucial à rappeler et à encourager, car il s'agit réellement du premier traitement du bébé en sevrage. Une brochure a d'ailleurs été réalisée en néonatologie il y a quelques années afin d'informer les parents sur différents éléments, les symptômes de sevrage, les besoins du bébé,
sa sécurité, les visites, les réunions éventuelles et la sortie de l'hôpital. Alors, pour ce qui est du vécu du parent, alors, le parent qui accompagne son bébé en sevrage, c'est extrêmement compliqué parce que l'inconfort observé du bébé va renvoyer immédiatement à celui de l'adulte en sevrage. Donc, une personne adulte sait à quel point un sevrage peut faire mal au niveau du corps et donc cette mère va ressentir une culpabilité vraiment énorme de faire vivre une telle souffrance à son bébé. Il y a également, comme le docteur Masson l'a déjà spécifié, la peur du jugement. Donc, avec toute une série de fausses croyances de ses parents, comme voilà, je suis une mauvaise mère parce que je suis consommatrice de produits, je suis une mauvaise mère parce que voilà, j'ai déjà différents enfants placés, et donc pour ce nouveau bébé, il y a une crainte énorme de placement. Alors, plusieurs réactions sont voilà, bien souvent objectivées également en néonat, à savoir la fuite, parce que c'est trop compliqué d'une part de voir son bébé souffrir. On a peur aussi de s'y attacher, voilà, de crainte en effet d'un placement, et donc ses parents peuvent du jour au lendemain ne plus venir du tout ou progressivement venir de moins en moins. Il y a également par contre une implication qui peut être assez forte, évidemment, des parents, avec une présence, du coup, vraiment fort importante auprès du bébé pour le soulager, pour, voilà, réparer aussi. Donc, tout cela va évidemment dépendre des ressources existantes chez ses parents. Ces situations au sein d'un service génèrent également des réactions qui sont propres à chaque soignant. Alors, vis-à-vis du bébé, différents sentiments, comme on l'a déjà dit, une certaine inquiétude, une attitude maternante parce que ce bébé finalement n'a pas demandé à être là, ou plutôt une irritation, une stigmatisation et un découragement parce que face aux manifestations de sevrage de ces bébés qui peuvent pleurer du coup, vraiment à longueur de journée, il y a une certaine tension qui peut vraiment se créer pour le personnel soignant. Les réactions peuvent être aussi vis-à-vis des parents, à savoir, pareil, irritation, stigmatisation, une certaine lassitude face au discours parfois très changeant des parents qui ont difficile de se tenir à un certain cadre, à des horaires, qui peuvent parfois voilà, se montrer agressifs, se justifier énormément. À d'autres moments, on aura plutôt une tendance à les encourager énormément, à être particulièrement bienveillant parce qu'on est témoin voilà, de leur réelle implication auprès du bébé et on est touché finalement aussi beaucoup par leur vécu. Cette disponibilité pour le bébé et pour les parents, elle n'est pas facile à avoir non plus par rapport simplement aux autres parents déjà présents dans le service, qui sont présents, eux, pour d'autres raisons et qui, manifestement, voient des bébés en grand inconfort, qui pleurent énormément. On n'a pas toujours la possibilité non plus d'avoir à bras ou en portage et de calmer directement. Et donc, ces autres parents, tout simplement, ils ont peur, du coup, par rapport à la prise en charge de leur propre bébé quand ils ne sont pas là. Alors, il y a également du coup une communication extrêmement importante avec les autres intervenants hospitaliers et extérieurs, avec la tenue d'un calendrier de visite et une retranscription des observations voilà, dans le dossier infirmier, ce qui va évidemment orienter le type de prise en charge nécessaire à domicile. Et enfin, un élément qui est très apprécié, c'est l'anticipation et la préparation avant la naissance des suites de la prise en charge. Et tout cela est possible grâce à la présence du service Koala, des partenaires enfants-parents de l'ONE qui sont intégrés directement à l'unité néonatale et qui se dévouent voilà, corps et âme au service de nos petits patients. Voilà, merci pour votre attention. Merci Marjorie Nisette pour cette présentation. Rapidement, une question autour de, tu as cité Koala, et il y avait une question sur qu'est-ce que c'est pour un service Koala. Donc Koala, c'est un service de soutien à la parentalité qui a été voilà, créé il y a 8 ans maintenant
et qui s'adresse aux futurs parents consommateurs de produits. Donc, c'est un accompagnement qui est réalisé par différentes intervenantes. Voilà, j'ai moi-même fait partie du coup de ce service pendant cette année. Donc, ce service est dépendant de l'hôpital de la Citadelle. Il accompagne uniquement voilà, les futures mamans qui accouchent ici à l'hôpital de la Citadelle pour des dépendances variées. Voilà, forcément, tous les différents types de drogues que voilà, j'ai exposés ici, dont le cannabis, l'alcool, une consommation excessive voilà, de médicaments hors prescription. Voilà, le suivi est réalisé à l'hôpital et au domicile. OK. Voilà. D'accord. Et donc, un des services, comme il en existe peut-être dans d'autres hôpitaux ou dans d'autres lieux, les questions relatives à l'utilisation du score de Finnegan à domicile et de la poursuite des traitements à domicile, je proposerais qu'on puisse les traiter tout à l'heure en fin de webinaire et de pouvoir ainsi laisser la parole au docteur Marguglio Arnaud, qui est pédiatre néonatologue à l'hôpital Montlégia du CHC à Liège et qui va approfondir cette question préoccupante que les précédents orateurs ont déjà abordée, qui est cette question du cannabis, et il va très probablement éclairer d'une manière que peut-être vous ne connaissez pas, ou sur certaines données dont on n'a pas nécessairement connaissance en tant qu'intervenant, va vous éclairer sur cette question du cannabis. Merci Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous présenter sous forme de message synthétique, avec ce que l'on sait du sujet, ce que l'on sait moins, et puis ce qu'il convient de modifier au niveau des pratiques. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un problème avec le cannabis autour de la grossesse et de l'enfance. Vous l'avez déjà entendu prononcer pas mal de fois autour de cette table. Il y a un problème si vous vous occupez à travers de votre travail au niveau des maternités et de la petite enfance, et vous verrez qu'on en parle de plus en plus, mais il y a aussi un problème au niveau des chiffres. Et qui nous donne les chiffres? C'est un organisme européen qui s'occupe de monitorer un peu les consommations des drogues au niveau européen et au niveau belge. Alors ces chiffres, quels sont-ils? Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on considère que les patients entre 15 et 34 ans, enfin les personnes entre 15 et 34 ans, il y a la dernière année, avouent au moins avoir consommé du cannabis. C'est combien? C'est 10%. Donc une personne sur 10. C'est un chiffre relativement haut. Comment est-ce qu'il évolue au cours du temps? Il ne fait qu'augmenter. Vous voyez plusieurs pays d'Europe ici. On a quasi doublé en 20 ans cette consommation. Alors là, le problème commence à être plus important. Mais ce qui est plus embêtant, c'est ceci. En réalité, ce qui compose le cannabis, on va le voir, le principe actif, il a triplé. Il a triplé en 20 ans. Pour faire une image simple, le joint qu'on fumait il y a 20 ans, celui de papa et maman, ce n'est pas du tout le même. Et voilà comment, en quelques chiffres, on explique le problème du cannabis actuellement dans les maternités et les services néonataux. Alors, on fait quoi avec ça? On se demande si la personne qui va être enceinte va consommer. Les chiffres qui circulent, c'est entre 3 et 6%. Tous les auteurs, tous, indiquent que ce chiffre est sous-évalué et qu'on est probablement autour de 8 à 10%. Quel est le profil des mères? Toutes les couches de la société, tous les revenus, et pas une certaine catégorie de mères par rapport à d'autres consommations. Un autre facteur important, c'est la consommation du partenaire, car on sait que le plus souvent, ils consomment ensemble. C'est quoi le cannabis? Une plante. Quand vous fumez un joint, vous avez plus de 100 phytocannabinoïdes, dont les 3 principaux sont la molécule avec un nom pas possible, le THC, delta-9-tétrahydrocannabinol, le cannabinol aussi, le CBN, et un nouveau venu, le CBD, dont on parle de plus en plus, qui est le cannabidiol. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous consommez un joint, vous avez aussi les effets de la nicotine et de ses composés. Alors, comment est-ce qu'on le consomme? Toutes les façons, l'inhalation, on le mange,
voie rectale, et le CBD, par exemple, est utilisé en forme de gel pour le traitement des douleurs, par exemple. Ça agit où tout ça? En réalité, il y a un système naturel dans le corps qui s'appelle le système endocannabinoïde. C'est quoi ça? En permanence, le corps produit des dérivés endocannabinoïdes qui agissent à toute une série de niveaux. Vous voyez les petits points bleus? Ils sont principalement au niveau cérébral, et ça, c'est les lieux d'action de ces molécules. Mais il y en a aussi au niveau des muscles, au niveau des os, et ils servent à quoi? À réguler toute une série de fonctions chez l'individu. Et donc, ce sont des fonctions au niveau antalgique, par exemple, mais aussi en s'occupant de la tension artérielle, par exemple, du système immunitaire. Et donc, quand vous consommez, vous allez interférer avec tous ces récepteurs, et c'est ce qui explique les effets. Il y a un autre endroit où ça agit. C'est le système génital, c'est l'endomètre. Quand vous consommez, vous perturbez le système d'implantation d'un ovule qui est fécondé, et c'est ce qui explique en partie les échecs d'implantation. Alors, quels sont les effets du cannabis sur le fœtus? Actuellement, les connaissances disent des échecs embryonnaires, des fausses couches, un petit poids de naissance, un risque de prématurité, surtout prématurité légère, pas des grands prémats. Concernant la mortalité des anomalies congénitales, on ne sait pas. Il y a un autre effet, c'est l'interférence avec les produits anesthésiants, embêtant si on veut gérer correctement une analgésie au niveau d'une péridurale. Par contre, il n'y a pas d'effet au niveau de l'adaptation du score d'Apgar, donc les fœtus, les nouveau-nés s'adaptent bien. Comment est-ce qu'on le détecte, le cannabis à la naissance? Par toutes les voies possibles, sang, urine, méconium, cheveux. J'attire votre attention sur le passage en jaune, puisqu'on, le plus souvent, on détecte le cannabis chez le nouveau-né dans les urines. Vous voyez que si la mère consomme de façon occasionnelle, après une consommation, on peut retrouver après 3 à 5 jours. Par contre, si vous avez une consommation chronique, vous le retrouvez, les métabolites, encore pendant quasi 1 mois ou plus. Donc ça veut dire que si la mère vous dit « mais je n'ai pas consommé » et que votre taux est positif, il faut peut-être la croire. Et puis, est-ce que ça passe dans le lait maternel? Madame Masson, on en a parlé, effectivement. C'est des données très récentes, depuis 2018 à peine. Oui, ça passe dans le lait maternel. Et si vous regardez les petits points, à chaque fois que vous consommez un joint, vous retrouvez les 3 principaux phytocannabinoïdes dont je viens de vous parler, dont le THC, dans le lait maternel, 48 heures après la consommation, et des fois même plus, 3-4 jours. Donc oui, ça passe. Et ça passe en général, on considère que c'est à peu près 6%. Donc 6% de la dose qui se trouve dans le sang se retrouve dans le lait maternel. Alors là, avec tout ça, on fait quoi? Eh bien, il y a toute une série de personnes qui considèrent que c'est prendre un trop gros risque pour un cerveau en développement, puisque vous l'avez vu, ça agit principalement aussi au niveau du cerveau. Et donc, les recommandations, c'est une diminution et un arrêt de la consommation pendant la grossesse. En pratique, on fait quoi? Si vous avez une mère qui a une consommation qui est de type récréatif, ça veut dire pas trop souvent, pas tous les jours. Et il est impossible pour l'instant de dire qu'est-ce que ça veut dire, pas trop souvent, pas tous les jours. Il n'y a pas de cut-off précis. C'est des choses qu'on ne sait pas encore. Mais ça, c'est possible d'allaiter parce qu'on sait qu'on va pouvoir arrêter. Par contre, si vous avez une consommation qui est chronique et soutenue tous les jours et plusieurs fois, on sait qu'il y a des pathologies psychiatriques associées derrière et que ça va être difficile et que ce ne sera pas possible et que ce sera contre-indiqué. Ce qu'on sait moins. Et pourquoi on le sait moins? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Parce qu'il y a des interférences avec les études, puisque ça contient de la nicotine et qu'il peut y avoir un biais de sélection. Parce que la concentration en THC n'était pas la même que je vous ai dit tantôt, il y a 20 ans que maintenant. Et donc les études qui étaient faites avant sont pratiquement plus valables maintenant. Et puis des fois, il n'y a pas d'études. CBD, il n'y a pas d'études sur l'allaitement et le devenir. Je vous résume cette dia. État actuel des connaissances, conséquences à l'enfance. Entre 0 et 3 ans, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence par rapport à un enfant qui a été soumis à une consommation de cannabis. Par contre, après 5-6 ans, on voit apparaître des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles du comportement. Et finalement, ça se tient puisque les effets principaux étaient au niveau cérébral. Et ça, ce sont des choses qui sont reconnues. Le syndrome de sevrage, on a dit un mot. Certaines équipes au niveau des études le montrent, d'autres ne le montrent pas. On en discute encore pas mal, ce n'est pas encore certain. Et en tout cas, le cut-off de consommation égale sevrage, il n'est pas encore connu. Finalement, qu'est-ce qui convient de modifier dans notre approche? Regardez, si vous regardez une étude ici qui est assez récente, on s'est amusé à poser la question aux soignants qui voyaient les mères en prénatal et ils leur demandaient, c'était des infirmières ou des gynécos seniors,
Voilà, la mère vous dit « je consomme du cannabis », qu'est-ce que je fais de cette info? Une fois sur deux, on fait un classement vertical. Dans un quart des cas, on fait un conseil punitif, c'est-à-dire que si les urines sont positives à la naissance chez le fœtus, on prévient les services sociaux. Et puis, plus rarement, on dit « je ne sais pas », ou alors je vais donner un conseil scientifique dirigé. Conclusion, il y a encore du travail à faire. Par contre, tout avait une info sur la nicotine qui était correcte. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme recommandation? S'abstenir de consommer du cannabis, oui. Si la mère n'est pas prête à arrêter, on essaye de trouver un traitement alternatif qui est connu, dont on sait qu'il est peu risqué et qu'on peut proposer. On implique le futur père, car la consommation est souvent commune, et puis on produit des conseils comme maintenant et la distribution de brochures dont on va vous parler. Et moi j'en termine là et je voulais terminer par remercier les personnes qui ont fait cette brochure, toutes les personnes ici autour de la table et la personne qui peut-être écoute à domicile. C'était vraiment une super expérience d'un travail commun intermaternité. Voilà, je vous remercie. Bien, merci docteur Margot Guillot. Et je vais, dans la foulée de ce qui vient d'être dit, se pose effectivement la question de informer, comment, quel en est le sens, et c'est ce dont le docteur Sandra Tassard, qui est gynécologue au Choipi dans la région du Tournaisis, va nous présenter sur base de son expérience, également en lien avec le service de prévention de la santé du Hainaut oriental, occidental. Je vous passe la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc moi je suis gynécologue obstétricienne au Choipi à Tournai. Moi je vais un peu parler du pratico-pratique justement, parce que les parents informés et les professionnels informés, eh bien le bébé va mieux. En tout cas la famille va mieux et donc les bébés vont mieux. Alors, c'est quoi l'intérêt d'informer les parents et d'informer les professionnels de la santé? C'est de prendre soin du bébé. Souvent, les mamans, quand elles viennent et qu'elles nous parlent de leur consommation, c'est au départ une femme qui attend un nouveau-né et qui veut mettre toute son énergie pour qu'il soit en bonne santé. Malheureusement, elle consomme pour plein de raisons différentes. Et comme on disait juste avant, il ne faut pas stigmatiser ni juger, il faut simplement l'écouter. Donc la première chose, c'est en commun, le médecin comme la patiente, c'est prendre soin de son bébé. Alors simplement, il n'y a pas de consommation sans risque, que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool, que ce soit les opiacés. Il n'y a pas de consommation sans risque. Et donc, à partir du moment où on a posé la question, eh bien, on doit informer la patiente des risques que ça encourt de consommer. Alors, l'intérêt de la formation aussi, c'est de soutenir à la parentalité, surtout dans les moments de vulnérabilité. Et consommer, c'est une vulnérabilité. On consomme en général pas pour rien, parce qu'on a une situation, un vécu qui fait que c'est compliqué dans la vie de tous les jours. Et donc, elle consomme. Et donc, il faut pouvoir soutenir cette parentalité avec, et ça, je vous donnerai des informations après, des sages-femmes ou des TMS de l'ONE qui peuvent soutenir la parentalité. Alors, il faut l'aider dans son rôle l'intérêt aussi de l'informer, c'est de l'aider dans son rôle de mère. Elle vient en tant que femme qui va accoucher, qui va mettre au monde un bébé. Et même si elle consomme, effectivement, son but premier, c'est d'avoir un bébé en bonne santé. C'est vrai qu'on a un jugement, nous, en tant que soignants, en disant oh, elle consomme, elle prend des risques pour son bébé, mais elle ne veut pas forcément prendre ces risques. Elle le fait parce que c'est compliqué pour elle d'arrêter. Et donc, il faut pouvoir l'entendre et l'aider. Donc, elle a une culpabilité, on l'a dit plusieurs fois, une culpabilité énorme de consommer. Et alors, l'intérêt d'informer aussi, c'est de réduire l'impact sur le bébé. Donc, lui expliquer, l'informer, en tout cas, des effets immédiats de malformation, mais ça c'est plutôt assez rare avec la consommation, mais plutôt plus tard chez ces bébés qui souvent, par exemple pour le cannabis, les études ont quand même montré qu'il y a quand même des troubles de l'attention, des troubles bipolaires plus importants, et donc c'est important de pouvoir les aider et leur expliquer qu'il y a un risque, pas forcément tout de suite à la naissance, parce que c'est toujours la question à l'écho, mon bébé est en bonne santé,
oui, là, peut-être il est en bonne santé, mais l'effet de ce produit aura un effet plus tard aussi. Et ça, je pense que c'est important de les informer. Donc, l'objectif, c'est connaître quel type de surveillance à avoir. Effectivement, beaucoup de médecins, à partir du moment où la patiente annonce « je fume, je prends du cannabis, eh bien, c'est ok, qu'est-ce que je fais avec ça ?» C'est vrai, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, soit effectivement, ça passe à l'oubliette et on passe à autre chose et on suit la grossesse au niveau médical, soit on prend en charge la globalité de la patiente parce que c'est pas on n'est pas que médecin pour soigner et voir les complications, mais on est là aussi pour soigner le corps et l'esprit. Voilà, une femme avec un bébé, c'est pas que le corps, c'est aussi l'esprit, les émotions, et ça, on doit aussi pouvoir entendre et partager. Alors, il faut une prise en charge globale et donc un réseau, mettre un réseau autour. Nous, au Choapi, depuis 4-5 ans à tourner, j'organise tous les 2 mois avec les médecins généralistes des réunions qui durent qu'1 heure sur le temps de midi où on parle de nos patientes qui consomment, qui sont sous méthadone ou autres, pour pouvoir avoir une relation de confiance. Elles sont au courant qu'on parle d'elles et pour pouvoir partager parce qu'il y a la consommation pendant la grossesse, il y a la consommation après, mais aussi au retour à la maison. Et c'est important de faire un lien entre l'hôpital et l'extérieur. Et ça, on travaille depuis quelques années. Donc, le rôle ici du médecin qui voit la patiente la première fois, c'est pouvoir identifier la patiente qui consomme. Quand on arrive chez le gynéco, c'est pour que sa grossesse se passe bien, on soit en bonne santé. Et donc, on a un lien de confiance, que ce soit le gynéco, que ce soit la sage-femme. Il y a un lien de confiance dès le début qui se joue. Et c'est vraiment le moment privilégié, on l'a dit, de justement pouvoir, avec cette confiance, favoriser un lien thérapeutique et pouvoir discuter cette consommation. C'est un rôle du médecin de première ligne. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui disent « moi je suis gynéco, je m'occupe que de la grossesse, voir si tout va bien, pas de malformation, etc. » Mais non, je pense qu'on a une globalité, on doit s'occuper de tout ce qu'il y a autour. Après, effectivement, quand ça devient compliqué, on peut référer à des professionnels plus adaptés, mais je pense qu'on a un rôle en tant que médecin de première ligne de prendre du temps, de discuter avec les gens et de voir, parce que ça a un impact, comme je le disais, pas immédiat, enfin, tout de suite chez ce bébé. Et si on n'arrête pas la consommation, ou en tout cas diminuer, on sait que ça a des effets pour plus tard. Donc, la première chose, c'est identifier. Et c'est notre rôle en tant que gynéco de pouvoir identifier les patientes qui consomment, sans jugement. Deuxième chose, c'est informer. Donc, en tant que soignant, il n'y a pas assez, je pense, en tout cas les gynéco-obstétriciens n'ont pas assez d'informations sur les effets des consommations chez les nouveau-nés et donc ça, il y a un manque là d'informations du professionnel par rapport à toutes ces drogues. Alors, la troisième, c'est proposer des solutions et donc il faut pouvoir aider avec des professionnels compétents. Alors, la première chose, c'est oser poser la question. Je pense que tout gynécologue en consultation, sage-femme, TMS de l'ONE, doit poser la question. Est-ce que vous fumez? Et est-ce que vous fumez autre chose que la nicotine? Est-ce que vous prenez des médicaments ou des substances, des opiacés ou d'autres substances? Que buvez-vous? Ça doit être, je pense, dans la première consultation. Ça doit être d'office discuté. Et la chose qui est importante aussi, c'est demander « et votre conjoint ?» Je pense qu'on oublie souvent les papas, mais comme on l'a dit juste avant, la consommation de cannabis en général, c'est pas que la maman. Il y a toujours le papa à côté ou le tabac. Et donc, c'est important de savoir que le papa fume pour pouvoir l'aider aussi. Parce qu'une maman qui doit arrêter de fumer avec un père à côté qui fume dans la maison, c'est assez compliqué. Donc, il faut pouvoir prendre cette globalité et pouvoir discuter de ça. Donc, je l'ai dit, mais cette future mère, c'est avant tout une femme avec sa singularité, son vécu, son enfance et sa vulnérabilité. Notre but commun avec le couple et le médecin, c'est vraiment la bonne santé du bébé qui passe à travers la maman. Alors, il faut mettre à disposition des professionnels des outils appropriés pour l'anamnèse psychosociale des femmes enceintes. Alors, quand je dis ça, il y a beaucoup de gynécos qui hurlent « je ne suis pas psychologue, je ne suis pas assistante sociale ». Effectivement, le temps compte. En consultation, on n'a qu'un quart d'heure, 20 minutes. On ne va pas commencer à énumérer si elle vit seule, etc. Mais il y a quand même
un minimum de choses à poser. Comme je vous disais avant, qu'est-ce qu'elle consomme, qu'est-ce qu'elle boit, et son partenaire, ça dure très peu de temps, et puis si on a une réponse positive, eh bien, à ce moment-là, on peut rediscuter à la deuxième consultation de ce qu'on peut lui proposer, si on voit vraiment c'est trop court, mais au moins ça a été posé, et voilà. Deuxième chose, on n'est pas psy, effectivement, mais comme je disais, une mère, elle attend un nouveau-né, elle a besoin d'informations correctes. J'ai encore vu une patiente il y a 2 jours, 18 semaines, vue par un autre collègue plus âgé. Avant, je pense que le tabac, on n'en parlait pas beaucoup. Et donc, je lui pose la question, parce que la première consultation avec elle, est-ce que vous fumez? Oui, mais pas beaucoup. OK, pas beaucoup quoi? 10 cigarettes par jour. Oui, c'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour ce bébé petit, là, c'est quand même important, ça a des effets. Je vais simplement énumérer en une phrase les effets sur son bébé. Et elle m'a dit, je vais vraiment arrêter. Je pense que l'information, c'est indispensable. Et ça, nous, tous les gynécos peuvent le faire. Tous les médecins généralistes peuvent le faire. Toutes les TMS de l'ONE, toutes les sages-femmes. Alors, ancrer un réseau de soins. Comme je vous disais, moi, voilà, au Choipi, effectivement, on a beaucoup de patientes qui sont sous assuétude, méthadone, etc. Et donc, je trouvais qu'il y avait une importance de pouvoir avoir un relais. Et donc, on a vraiment mis en place un réseau avec des médecins généralistes, avec des psychologues, des TMS de l'ONE, pour pouvoir gérer ces problèmes pendant la grossesse, mais aussi après. Donc, comme Koala, je pense, c'est aussi un service qui peut aider ces mamans. Et donc, mettre un réseau en place, c'est indispensable. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, il faut un temps pour penser ensemble une situation et sortir de cette vision négative de « elle consomme, voilà, elle consomme, c'est sa faute ». Non, je pense que si elle consomme, c'est parce qu'elle a un vécu et quelque chose derrière elle de lourd et il faut l'aider. Alors, nous, en tout cas, comment ça se passe nos consultations? Moi, je travaille avec l'ONE. Donc, la patiente voit une TMS avant, qui débroussaille déjà un peu, qui parle déjà des assuétudes, de son milieu social. Et puis moi, je passe derrière pour expliquer par rapport à ce qu'elle consomme, les effets que ça a sur le bébé et comment on peut l'aider. C'est pas le tout dire c'est mauvais, mais il faut aussi proposer des choses. Et donc, on a des tabacologues, on a un service, nous, la Citadelle, à Tournai, qui est un service de médecins généralistes qui voit les patientes et qui globalise au niveau psycho-médico-social. Et on travaille comme ça en commun. Et je pense que c'est qu'en travaillant en réseau, en équipe, qu'on peut aider ces mamans qui sont vulnérables et qui ont des capacités parfois, de ressources en tout cas, très difficiles par rapport à une patiente qui ne consomme pas. Voilà. Merci, Dr Tassard. Et vous nous offrez là la possibilité de faire la transition avec finalement la présentation de ces 2 brochures que je vais réaliser ici avec Céline Closier, qui est chargée de projet au Centre de promotion de la santé du Hainaut occidental. Et ce qui est arrivé, c'est que dans le groupe intermaternité de la province de Liège, nous avons travaillé sur une brochure à destination des professionnels que je vous présenterai dans quelques instants et qui répond justement à ce que le docteur Tassard et les intervenants précédents ont dit, à savoir améliorer, partager et sécuriser aussi l'information, valider l'information à destination des professionnels. Et dans le même temps, dans le Hainaut occidental, au CLPS, et Céline va vous présenter la brochure que eux destinaient au grand public davantage. Dès lors, plutôt que de réinventer 2 fois l'eau chaude aux 2 extrémités de la Belgique, nous avons réuni nos énergies et grâce à l'ONE, nous avons eu la possibilité, et vous avez la possibilité, de disposer de ces brochures sur toute la fédération Wallonie-Bruxelles. Vous trouverez plus loin dans les slides que nous allons encore vous montrer les liens pour pouvoir soit télécharger, soit pouvoir disposer d'exemplaires papier de ces brochures. Et nous remercions évidemment l'ONE du support tout à fait pratique et important qu'elle a pu nous apporter.
Vous verrez aussi, pour faire le lien avec le travail en réseau, que les deux brochures, on va vous l'expliquer, comportent un espace où vous pourrez indiquer le réseau local qui est disponible là où vous travaillez, avec cette idée de favoriser ce travail en réseau et aussi que les personnes, qu'elles soient professionnelles ou parents à qui vous remettez ces brochures, puissent faire la jonction avec les intervenants locaux dans votre région. Et donc, je vais passer la parole à Céline Closier pour cette brochure à destination du grand public. Merci Bruno. Bonjour à tous. Voilà, donc moi je suis chargée de projet au Centre local de promotion de la santé du Hainaut occidental basé à Tournai, donc pour le Hainaut occidental, je viens de le dire. Et donc voilà, je vais vous présenter ici le groupe de travail que je coordonne donc avec la casquette CLPSHO, mais donc avec plein de partenaires professionnels qui travaillent cette question de consommation pendant la grossesse. Donc, le Dr Tassard du Choapi en fait partie. Périscope également, qui est un service donc, de promotion de la santé en matière d'assuétude situé à Tournai et qui dépend de Citadel. Alors, il y a la coordination assuétude Hainaut occidentale aussi qui fait partie du groupe, le centre de planning familial Le Safran à Pérué, le CAAT, le centre d'aide et de soins en assuétude qui est basé à Pérué également, et le projet Freedom qui est un accompagnement au sevrage d'alcool à domicile, aussi basé à Pérué. Donc, ce sont des partenaires avec qui on a travaillé et créé cette brochure à destination du grand public. Alors, juste pour resituer un petit peu l'historique du groupe, donc c'est un groupe qui existe depuis longtemps, depuis 2005. Moi, je l'ai rejoint en 2018, mais donc ce groupe a été constitué au départ vraiment pour travailler la question du SAF, donc du syndrome d'alcoolisation fœtale. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites autour de cette question-là entre 2005 et 2018. Dont une brochure notamment, voilà, il y a diverses actions ici qui sont reprises sur la slide, mais donc tout ça part d'un constat qui est encore actuel malheureusement, de méconnaissance grande des futures mamans et de la population en général sur la consommation d'alcool et d'autres substances pendant la grossesse. Et donc le but du groupe vraiment, c'est d'améliorer ces connaissances des professionnels et du tout à chacun sur les conséquences d'une consommation ou de plusieurs consommations pendant la grossesse. Et donc voilà, il y a diverses actions qui ont été menées. En 2018, on a travaillé avec le groupe sur cette brochure que je vous montre là tout de suite après. On l'a diffusée en 2019. On l'a réadaptée ici suite à notre partenariat avec le service intermaternité ici de Liège et Koala. Ben voilà, je vais passer vraiment au concret. Donc la brochure, elle est donc en 4 volets, mais donc en 2 faces bien distinctes. La première, donc ici, où on reprend des informations plus générales et des pistes pour aborder les futures mamans sur ce versant de brochure. Et on a souhaité aussi mettre pas mal de pistes et de soutien non stigmatisants et non culpabilisants, vraiment pour aborder la question plus voilà, de manière safe, mais sans culpabilité aucune, avec ces futures mamans. Alors, comme Bruno le disait, il y a ici un encart qui est prévu, qu'on a laissé vide pour que tout professionnel qui a cette brochure entre les mains puisse reprendre ses coordonnées et que la maman pourra réutiliser et recontacter par la suite si besoin est. Dans la seconde partie, donc quand on retourne la brochure, on a ici tous les produits donc, qui sont repris, qui sont exactement les mêmes produits repris sur la brochure à destination des professionnels. Et donc, on a repris les grands risques par produit de consommation, risques qui peuvent survenir pendant la grossesse, au moment de la naissance et pendant l'allaitement. Et dans la bulle du milieu, des risques qui sont généraux aux divers produits pendant la grossesse. Voilà. Et je vais laisser maintenant la parole à Bruno parler de la brochure à destination des personnes. Merci. Et donc, dans la même logique, comme je le disais, de partager une information validée et aussi d'augmenter la qualité de la cohérence entre les différents intervenants, notre objectif de la brochure à destination des professionnels était de mettre de manière synthétique à disposition des professionnels plus spécifiquement une information validée, comme je le disais, sur l'effet des différents produits. Et donc, vous retrouvez
sur cette face de la brochure les principaux produits dont il a été question aujourd'hui et de manière synthétique leurs effets sur la grossesse, sur le fœtus, le nourrisson et sur l'allaitement. Ces données sont celles qui sont les plus actualisées à l'heure actuelle. Et pour la question qui a été posée dans le chat, vous trouverez notamment dans les slides du docteur Marguglio les références de certaines de ces études. Simplement, c'est aussi un tableau qui a été validé par plusieurs instances médicales, soit locales, également par le Collège des pédiatres et gynécologues au niveau de l'ONE. L'objectif étant vraiment d'avoir un point de référence clair et valide. L'autre face de la brochure se veut un outil tout à fait concret autour de l'abord de cette thématique avec la mère, mais aussi le père et le partenaire, comme on l'a souligné à plusieurs reprises. Et vous trouverez là aussi, de manière synthétique, un certain nombre de pistes. Possiblement, certaines d'entre elles vous sont déjà connues, et c'est tant mieux. Possiblement, certaines pourraient enrichir la manière dont vous pouvez questionner d'une part ou accueillir d'autre part l'information autour des situations de consommation de la personne, de la future mère et du futur père. Je ne vais pas les détailler, je vous laisserai les découvrir lors de la lecture. Ça s'appelle un peu de teasing pour vous inviter effectivement à pouvoir vous plonger dans ces brochures et comment les mettre à disposition. Eh bien, pour le grand public, nous vous invitons à les mettre à disposition de par tous les canaux habituels qui sont les vôtres, mais également de pouvoir les utiliser dans le cadre d'une co-construction avec les usagers et les usagères, comme on l'a déjà dit, en y ajoutant les coordonnées du réseau local. Pour les professionnels, l'idée est vraiment que chacun de vous, si vous n'en disposez pas encore, puissiez avoir en tête ces informations produites, entre guillemets, et d'élargir la palette des pistes que vous pouvez utiliser pour aborder cette thématique avec le public au moment et selon le contexte dans lequel vous prenez en charge. Nous avons cherché à avoir quelque chose qui soit relativement générique et exploitable à travers vraiment bien des contextes différents. Et la dernière étape qu'il vous reste à faire, c'est de pouvoir vous procurer ces brochures. Pour la version papier, elle peut vous être envoyée, vous pouvez les commander via le site de l'ONE ou via le Centre de promotion de la santé ou le groupe intermaternité de la province de Liège. Nous disposons d'exemplaires qui peuvent vous être envoyés. Il y a une version électronique qui est disponible de manière ouverte et vous avez les adresses et les hyperliens qui sont là. Je vais vous en éviter la lecture. Il suffira de les reprendre, notamment en revisionnant ce webinaire, puisqu'il sera effectivement aussi disponible sur différents sites Internet, celui du CLPS-HO, autrement dit Centre local de promotion de la santé du Hainaut occidental, si je ne me trompe pas, sur le site de la Citadelle, ainsi que sur la chaîne YouTube de Réalisme, qui est le réseau enfants-adolescents liégeois en santé mentale, qui est une des plateformes de concertation que vous retrouverez aisément sur YouTube et dont vous avez l'adresse là-bas. Un grand merci pour votre attention. Je vais proposer aux orateurs de venir ici derrière moi pour vous faire un petit cœur, non pas de départ, parce que nous allons prendre 2-3 questions qui ont été posées et qui portent sur les traitements qui peuvent être proposés à la mère dans le cadre d'un sevrage. Et je vais me tourner davantage vers les gynécologues ici
pour que vous puissiez préciser si certains types de médicaments sont indiqués, finalement pas vraiment indiqués, et lesquels. Et puis, nous prendrons une deuxième question qui est, lors du retour à domicile, quelle suite peut-on donner au score de Finnegan et au traitement? Nous traiterons ça tout de suite après. Okay, merci Bruno. Donc, concernant la première question sur existe-t-il un traitement de substitution, enfin, ou comment fait-on un sevrage du cannabis? C'est une excellente question parce que lorsque la consommation de cannabis est régulière, importante et problématique, le patient il a besoin d'un médicament qui va calmer son anxiété parce que principalement le cannabis lui sert à s'endormir et à calmer ses angoisses. Et donc on est en tant que gynécologue limité pendant la grossesse. On ne va pas substituer un toxique par un autre et donner des benzodiazépines qui au bout de 10 jours vont créer une autre dépendance. Donc, personnellement, moi, j'essaierai de faire prendre conscience aux patients que l'anxiété a qu'il y a d'autres méthodes que le médicament pour essayer de gérer les difficultés de la vie. Et c'est surtout de leur faire prendre conscience qu'à l'adolescence, souvent, ils ont commencé à fumer des joints parce qu'ils ne géraient pas bien leurs émotions et qu'à l'adolescence, c'est souvent un moment où on est censé développer des outils, justement, pour faire face à ces stress. Et que, comme ça n'a pas été développé à l'adolescence, il faut les développer plus tard dans la vie, à l'âge adulte, et que ça se fait en thérapie, psychologie ou sophrologie ou d'autres abords. Donc, personnellement, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ces stratégies d'adaptation si on ne les a pas faites dans son jeune âge. Et donc, mais dans les cas ultra difficiles, on en parlait avec ma collègue, oui, il nous arrive de prescrire des benzodiazépines. Et pendant la grossesse, la benzo qui a la demi-vie la plus courte, c'est l'oxazépam, connu sous le nom de Seresta, qu'on pourra utiliser de façon préférentielle, dirons-nous. Voilà. Par rapport à la cocaïne, c'était ça l'autre question. La cocaïne, mais il n'y a pas de médicament de substitution actuellement validé. Donc, la cocaïne peut donner un sevrage de type insomnie, irritabilité qui peut durer un certain temps. Donc, on est quand même démunis pendant la grossesse par rapport au sevrage de cocaïne. Et ce sera la même stratégie de soutien que je viens de vous dire. Ce sera éventuellement d'hospitaliser la patiente si elle est demandeuse et de mettre en place une thérapie de psychologie, d'entretien motivationnel pour leur permettre de passer à travers ce moment difficile qu'est le sevrage sans aide. Voilà, donc je pense que le plus important, effectivement, c'est vraiment aider la patiente. Aider la patiente au niveau psychologique, et je pense que ça c'est super important. Donc effectivement, la sophrologie ou d'autres techniques de mise en place, de gérer les émotions et de gérer ce qu'on a vécu pendant la grossesse, c'est hyper important. Et donc il faut pouvoir donner pratico-pratiques. En tout cas, je donne des noms, des adresses, des lieux où ces gens peuvent aller pour justement gérer ce problème d'anxiété liées à des vécus, à des antériorités compliquées, aussi à un vécu parfois, pas antériorité, parfois vécu un problème de logement, un problème financier. Parfois, il faut simplement poser la question et se rendre compte qu'en fait, cette dame, elle vit avec pas grand-chose et depuis longtemps, et c'est très compliqué avec des enfants en bas âge, peut-être qu'elle a déjà, de mettre les deux bouts, et donc de pouvoir l'orienter chez une assistante sociale, une équipe qui pourra l'aider pour diminuer ce niveau de stress qui pourra permettre à cette patiente d'arrêter sa consommation. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de ne pas se focaliser que sur la prise, de savoir pourquoi elle le prend, et pour pouvoir orienter chez une personne adéquate, assistante sociale ou psychologue ou sophrologue. Bien, merci pour ces précisions qui montrent bien effectivement l'importance de ce travail en réseau sur lequel nous avons insisté et sur lequel on va aussi revenir par rapport à cette dernière question que nous aborderons aujourd'hui, qui est la question du suivi à domicile, notamment de l'utilisation du score de Finnegan ou du traitement, de la poursuite d'un traitement de substitution à domicile. Et ce sont
Marjorie Nisette et Arnaud Marnuglio qui vont donner quelques balises par rapport à cette question. Oui, un mot juste pour rappeler. Donc, le score de Finnegan, à la base, il a été quand même, du nom de la personne qui l'a inventé, qui est un médecin, il a quand même été utilisé pour les patientes avec des dérivés morphiniques, en principal l'héroïne, et principalement pour les premiers jours après la naissance de l'enfant. Donc, tout ce qui est utilisation après et autres molécules, c'est un petit peu à voir parce qu'il n'a pas été conçu à la base pour ça. Alors, on peut se servir de plusieurs de ces items pour avoir une idée globale, mais on ne va pas dire à 15 jours à la maison, il a un score de Finnegan, à 12, on va commencer un traitement. Ça, c'est juste pas possible, il n'a pas été validé pour ça. On peut servir de l'un ou de l'autre item pour se faire une idée. Oui, et je dirais surtout de peut-être pouvoir montrer aux parents, voilà, quels sont les différents signes qu'on observait au départ après la naissance et quels sont ceux qui pourraient peut-être être objectivés plus longtemps encore après, parce que c'est vrai que certaines prises du coup de médicaments peuvent engendrer des syndromes de sevrage plus tardifs. Les séjours à l'hôpital se veulent aussi de plus en plus courts. Les mamans n'exposent pas toujours non plus tous les médicaments qu'elles pourraient prendre aussi pendant la grossesse. Et donc, parfois, je pense du coup aux pédiatres, aux PEPS de l'ONE et aux sages-femmes à domicile. On se retrouve parfois avec des bébés en grande difficulté qui manifestent des symptômes que l'on qualifie de symptômes de sevrage et où pour pouvoir alors objectiver et montrer aux mamans que leur bébé peut-être est en train de vivre alors un sevrage. Cet outil du score de Finnegan, outre le fait de comptabiliser vraiment le score, on est plutôt attentif alors par rapport aux différents symptômes, plutôt qu'au score final qui engendrerait alors la mise en place d'un traitement, ce qu'on ne fera pas une fois que le bébé, a priori, est rentré. Bien. Pour terminer, j'espère que vous aurez remarqué que dans ces différents points que nous avons proposés, il y a un lien temporel entre eux, et notamment l'intérêt de l'identification précoce et de l'information précoce autour non seulement de la situation de grossesse, mais aussi de ces questions du sevrage et de ces questions de comment interpréter les signaux de mon bébé et comment les différencier éventuellement aussi, comme Marjorie Nisette l'a dit, des symptômes ou du vécu d'un adulte qui est en sevrage, a tout son intérêt pour la suite. De la même manière, si vous intervenez plus tard dans la prise en charge, nous espérons finalement que cette clarification ou cette piste de comment les différentes étapes de prise en charge devraient idéalement ou très concrètement se dérouler, vont pouvoir vous donner suffisamment d'informations pour accompagner les patients là où vous en êtes. Et je terminerai par un clin d'œil, puisque une des personnes nous suit du Sénégal. Il est probable que là, effectivement, l'organisation du système social soit quelque peu différente et que vous aurez peut-être à adapter un peu les choses. C'était un clin d'œil pour aussi souligner l'intérêt et finalement l'apport de ces outils nouveaux que sont les webinaires dans le fait d'avoir ici plus de 150 participants à cette présentation. Nous vous remercions donc vraiment du fond du cœur de votre attention aujourd'hui, mais aussi de l'attention que nous avons espéré pouvoir soutenir chez vous par rapport à cette thématique et aux pères et mères et bébés que vous allez accompagner pour la suite. Un grand merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Les liens sont sur la présentation. Bon travail à vous. Merci et à une prochaine actualisation peut-être d'ici quelques temps. Au revoir chacun.